Ah, il y a des... En tous les cas, merci d'être là. Pour ce jour, pour cette soirée du premier match de l'équipe de France. Donc, merci de ne pas me donner les résultats pendant la séance. Si vous les avez au fur et à mesure. Merci de nous avoir. Ah oui, on va entendre, j'ai vu que... Hein? J'ai eu du mal à me garer entre en face et puis là-bas. Hein? Je pensais que c'était pas... Ouais, mais bon. Ça met l'ambiance dans le mouvement. Ok. Bon. Alors, tu as noté? Tu as noté? Qui est-ce qui nous manque? Alexis. Comment? Tu es pouvoir de... Tu as pouvoir de très bien. Donc en pouvoir, on a Anne et donc pouvoir de Anne pour Tony et pouvoir de Cindy pour Sandrine. Et pour... Ah bah alors on va... Et pouvoir de Gaël pour Yoann. Alexis et Claire et François. Donc on a le quorum. Secrétaire de séance, on a fini les personnes âgées. Donc ça veut dire qu'on a eu un certain nombre de conseils municipaux depuis le début, et donc on recommence par la plus jeune. Qui est absente, et son pouvoir, alors après Cindy, c'est Emeline. C'est Emeline. Bon, Emeline, tu acceptes d'être secrétaire? Donc c'est Emeline. Donc, approbation d'abord du procès verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques, des annotations? Non. Donc, on va dire qu'il est approuvé. On va quand même le voter. Non, bon, il est approuvé. À l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est à la fois peu copieux et copieux, puisque donc on va aujourd'hui approuver le plus. Donc, merci Marion d'être là. Vous nous accompagnez la commune même avant que le nouveau conseil soit là depuis 3 ans, je crois. Oui, le PLU 2019, ouais. Donc merci pour cet accompagnement. Avant de lui passer la parole, je vais avancer un peu ce qui s'est passé depuis le 26 exactement, où il y a eu une délibération du conseil municipal, dont je rappelle quelques points. Le premier point, c'était de s'inscrire en compatibilité avec le nouveau stock. Le stock du pays de l'année. Se tenir compte des évolutions réglementaires, il n'y a pas que le stock, il y a d'autres évolutions qui ont eu à de valoriser la ligne directrice qui avait été votée à l'époque, qui a été adoptée. Valoriser l'identité rurale de la commune en préservant et valorisant l'activité agricole, en identifiant
la population et de la population. Village proprement dit, donc il s'agissait de poursuivre la réflexion en confortant le développement du Loup en tant que pôle emploi. La proximité, les pôles relais et puis après les centrales. donc la pôle relais entre les deux. Inclus un certain nombre de règles, y compris la densité par exemple, la densité qui est autorisée à 16 par 16. C'est ça, c'est 13 millions à l'hectare, par exemple, Pour les centralités, c'est à ça varie en fonction du cœur, ça peut aller jusqu'à 30. donc on a tenu compte de ça, bien sûr, et ça fait partie de règles qu'on devait aussi. En adaptant les équipements à l'accueil d'une nouvelle population, favorisant l'installation et le développement du commerce et services de proximité dans le groupe, j'ai un certain nombre de choses pour ça. Donc, nous non plus en valorisant les activités économiques existantes et favoriser leur développement. Aussi, on a fait il y a un certain nombre de décisions. Je vous rappelle qu'on a voté le PAD, le projet d'aménagement et de développement, qui est un peu qui est en gros la politique. Voilà, qui écoute ce qu'on avait Après, il y a eu le bilan de conservation qui est l'arrêt du projet. Je rappelle qu'il y a eu deux réunions publiques. Je n'oublie pas les réunions avec l'agriculteur qui avaient eu lieu déjà Oui, au niveau individuel. avant. Les réunions publiques, ils avaient eu lieu le 9 juillet 2021 et puis le 19 novembre 2021. À ce flux et à participer à quel public il y a eu plus tard. Donc, on a eu les avis des personnes publiques associées. Cadre de la procédure. Mais on a eu les avis aussi, excusez-moi, la MRE et de la CDPNAF, donc la Commission départementale de protection des espaces agricoles et forestiers. Après, on a eu l'avis du pays aussi. Oui, on a eu du SCOT. On a eu, en fait, pour tous les détaillés, on a eu l'avis du préfet qui était réservé, qui avait certaines réserves. Qui était réservé. L'avis SCOT favorable avec des réserves, l'avis CDPNAF favorable avec des réserves. Après, on a eu des avis sans réserve, plus avec des suggestions. Donc, il y a eu Ous Bruxelles Communauté, la CCI, la région, le département. Il y a même eu RTE, l'électricité, c'est pas une personne publique associée, mais le préfet consulte tout le temps, il doit donner des observations. La Chambre des métiers, l'autorité environnementale, comme vous l'avez dit, on verra qu'il y a eu une réserve et des recommandations. Il y a des recommandations. Et puis d'autres personnes publiques associées comme qui peuvent se prononcer, mais ça n'a pas été le cas. Par exemple, non, ils n'ont pas répondu. Par exemple, Saint-Guillaumard, Saint-Marcel, Valdouce. Oui, les communes. Les communes n'ont pas répondu. Et, certaines étaient présentes pour les mais oui, lors de cette année. pour le pays, je rappelle qu'on avait retenu que
deux villages sur 6. Ensuite, on a eu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur après l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai au 3 juin de cette année et qui a permis de recueillir une quarantaine d'observations. 37 observations. 7 observations. Et 22 sur le registre, c'est-à-dire que les gens sont déplacés. 22 personnes sont venues, 10 mails et 5 courriers. Donc après le travail du commissaire enquêteur et de ses remarques, il a rendu un avis favorable, assorti cependant d'une réserve, à savoir une réserve concernant la prise en compte de la commune, la convention de la MRAE donc, sur l'évaluation environnementale, auquel on a donné une réponse. Et puis une recommandation également d'une concertation pour voir les représentants de Francilbar, en fait, tous les gens qui s'occupent dont vous avez parlé. Je rappelle qu'entre-temps, on a eu des contacts avec la préfecture. Un premier contact, on était avec Céline, ils ont notifié justement les réserves, de pourquoi ils faisaient des réserves, tout en nous disant en même temps qu'ils étaient prêts à regarder avec nous une nouvelle rédaction. Et donc on a eu un partenariat très productif avec plusieurs réunions avec On en a eu 3. Hein. 3. Le 27 avril 2022, le 11 mai 2022 et le 8 juin. Bon voilà, on a eu une construction sur les remarques qu'ils nous faisaient et la façon dont on faisait les actions qu'on devait avoir pour y remédier. Donc voilà. Donc on a voté l'arrêt du flux et donc là ce soir, avant de voter l'approbation, je vais passer la parole à Marion et qui va nous dire, après tous ces rendez-vous, toutes ces réflexions, je remercie à toute l'équipe, tous ceux qui sont passés dans les villages qui ont été partout, notamment pour les toilettes, ça a été un gros travail de tout le monde. Et donc, on fait partie de là, entre autres, et puis de toutes les discussions qu'on a pu avoir, de toutes les remarques dont on a tenu compte, aussi bien du commissaire enquêteur, aussi bien des habitants, aussi bien des associations. Je vais faire une petite synthèse des évolutions. En fait, c'est pour vous présenter les évolutions majeures du projet de PLU entre l'arrêt et l'approbation. Après, il existe un tableau de synthèse qui détaille vraiment point par point ce qui a été fait. Donc, c'est un tableau de synthèse de chaque paragraphe d'avis des personnes publiques associées, comment on y a répondu. Et puis, le commissaire enquêteur, avant de rendre ses conclusions et son avis, avait aussi demandé à la commune, pour chaque demande individuelle, d'apporter sa réponse. Donc là aussi, il y a un document annexe. On ne va pas détailler les 37 observations ce soir, mais je vais vous présenter ce qui bouge entre ce qui a été arrêté le 21 novembre 2021, c'est presque la date anniversaire de l'arrêt du PLU, un jour près, et puis donc aujourd'hui. Donc le but de l'approbation du PLU, c'est bien de faire évoluer le projet pour qu'il y ait le moins de risques juridiques possible, pour que le projet tienne la route. Et vous allez voir que les évolutions opérées ne sont pas finalement énormes. Le projet de base n'a pas été complètement bousculé. Là, je vais vous présenter les évolutions graphiques d'abord, qui sont quand même majeures. C'est ce qu'on retient le plus. Le premier point, c'est la résidence Beaumanoir. Vous avez à gauche un extrait du PLU arrêté et à droite un extrait du PLU approuvé. Donc en fait, ce qui change,
c'est qu'au moment de l'arrêt du PLU, il n'y avait pas encore vraiment d'axe stratégique sur ce qu'allait devenir cette emprise-là. Et à l'enquête publique, BSH, donc Hôtel Sud Habitat, s'est manifesté pour donner quelques axes stratégiques sur ce qui pouvait se faire sur cette résidence. Donc vous voyez, il y a une servitude de gel, cette trame bleue qui spécifiait, eh bien, on n'a pas encore connaissance d'un projet, on ne fait rien sur cette emprise tant que nous, communes, on n'a pas été consultés, qu'on n'a pas validé un projet. Donc cette trame qui signifie au maximum on gèle tout pendant 5 ans, on ne fait rien. Du coup, BSH s'est manifesté, a exprimé un projet, l'État aussi a eu vent de ce projet. Donc on peut supprimer cette trame qui gelait le projet pendant, enfin il n'y en avait pas, qui gelait la constructibilité pendant maximum 5 ans de ce site, pour que du coup il puisse être tout de suite, dès l'approbation du PLU, enfin, dès que les formalités de publicité sont faites et que le dossier et la délibération a été transmise au préfet, le PLU devient exécutoire. Donc ça veut dire que voilà, la résidence Beaumanoir, dès demain, entre guillemets, le projet peut voir le jour. Il y a ce qu'on appelle une OAP qui a été faite, donc vous verrez les périmètres avec des OAP, ces petits schémas de secteurs qui permettent d'indiquer quel est le programme, quel est l'accès, qu'est-ce qu'on va y trouver. Ce sont des périmètres qu'on a identifiés avec un pointillé jaune. Donc voilà. Ici, l'État nous a bien dit dans son avis, il faudrait qu'il y ait davantage d'orientation destinée à la production de logements locatifs sociaux. Donc en fait, cette opération-là va pouvoir permettre d'avoir un minimum de logements locatifs sociaux. Donc, les logements seront comptabilisés dans le projet de PLU, ce qui n'était pas le cas pour la version arrêtée. Le zonage, c'est bien du U, hein, ça ne change pas. Ensuite, les stécales. Donc c'est là où c'était quand même la bonne nouvelle du PLU. Il y a quasiment, pour les stécales habitat, rien qui n'a changé. Il y a toujours le même nombre, on va aller voir, de stécales habitat. Donc les stécales, vous savez, c'est ces micro-zones constructibles. En CDPNAF, avec monsieur le maire, c'était pas forcément couru hein, de garder les 6 stécales habitat, et l'avis CDPNAF était favorable. Donc, vous pouvez les garder, les conserver. Par contre, il y a quand même eu des recommandations sur la délimitation des périmètres. Il fallait prendre en compte, c'est les étoiles jaunes que vous voyez là, les nouvelles autorisations d'urbanisme délivrées sur ces secteurs-là, pour qu'on intègre dans le périmètre AH, donc c'est le périmètre constructible, eh ben les nouvelles autorisations, tout simplement. Et puis, qu'on délimite un peu plus serré pour certains stécales la zone constructible. Là, vous voyez, il y a une exploitation agricole au sud. Donc, la CDPNAF nous a demandé eh bien, de prendre en compte la distance de 100 mètres périmètre sanitaire inconstructible depuis ce bâtiment. Donc, vous voyez, la nouvelle délimitation, c'est en fait le périmètre rouge. Donc là, c'est bien la touche aux angles. Ensuite, pareil pour les précles. Donc là, on a simplement rajouté les 2 petites étoiles, c'est les nouvelles autorisations d'urbanisme, les nouvelles constructions. On n'a pas changé le périmètre, on a juste venu réduire un peu ici pour ne pas prendre la route. Et puis là, intégrer une nouvelle construction. Ensuite, on a Tréfiguet et les Trégouettes et la Foliette. Donc là, la Foliette, vous avez questionné, est-ce que c'est une extension urbaine ici? Vous n'avez pas le droit. En fait, vu qu'il y a 3 nouvelles habitations, c'est possible. Donc les 3 nouvelles habitations vont pouvoir se faire sans problème. Et puis les Trégouettes, voilà, on est venu élargir un peu le périmètre à une autorisation d'urbanisme qui a été délivrée ici. Ensuite, on n'a pas touché à Robinson. Donc c'est quand même un stécal qui avait été un petit peu critiqué par le SCOT. Le SCOT n'en voulait pas, la CDPNAF a admis ce stécal-là, on l'a conservé tel quel. Et puis Tréfiguet, vous verrez, on l'a conservé tel quel dans ses limites constructibles pour l'habitat, la zone marron AH. Mais par contre, la petite zone constructible AI économique, elle, la CDPNAF nous a demandé de la supprimer. On a dû la supprimer. Vous voyez après. Là, c'est tout ce qui concerne les zones constructibles économiques sur le territoire en dehors du bourg et des zones éco. Donc là, vous voyez, à Tréfiguet, on a donc dû supprimer cette zone, hein, c'était une obligation, on l'a supprimée.
parce qu'en fait, il n'y avait pas de construction déjà sur le site et puis pas de projet réel et sérieux. Donc la CDPENAF a considéré qu'on ne devait pas, que c'était une extension d'urbanisation, il n'y avait pas de projet très précis sur ce secteur. Pareil pour Boiry, là aussi, il a fallu supprimer ce secteur constructible. Ensuite, concernant la carrière, donc là, la carrière, au moment de l'arrêt, vous voyez ce zonage rose, hein, ce n'était qu'une seule et même zone, la zone AX, qui permettait, dans le périmètre autorisé d'exploitation du carrier, d'accueillir des nouvelles constructions destinées à la carrière. Et donc là, la CDPENAF, comme l'État, nous a demandé de restreindre la constructibilité sur ce secteur qui était jugé justement qui n'était pas de taille et de capacité d'accueil limitée. Donc l'État nous a suggéré de faire 2 zonages. Un zonage majoritaire qui reste celui de la zone rose qu'on voit ici, qui n'autorise pas les constructions, qui autorise les exhaussements, les affouillements, enfin, voilà, on peut creuser la terre, on peut faire des monticules liés à la carrière, mais pas de construction. Les constructions, on nous a demandé de les contraindre au sein des périmètres rouges que vous voyez ici. Donc c'est le carrier qui nous a transmis ses intentions de construire, hein, ici, donc il a l'intention de réaliser quelques constructions, on est bien dans cette partie-là, vous voyez. Et puis là où il y a déjà les constructions existantes. Donc en fait la vraie constructibilité est très réduite désormais. Donc là c'est pour la carrière. Ensuite une évolution quand même majeure qui est plutôt favorable, c'est qu'au moment de l'arrêt, je vais vous le détailler ici, on avait effectivement distingué les zones 1AU, les zones d'extension urbaine, c'est des zones assurées, hein, que vous voyez ici en orange, donc là, ici. Là, c'est pour l'économie, donc on n'en parle pas. Donc, c'est zone d'habitat, en orange. Et du coup, l'État nous a rappelé à juste titre que la répartition des zones 1AU, tout de suite constructible, dès que le PLU est approuvé, et 2AU, pas tout de suite constructible, il faut modifier le PLU pour les rendre constructibles. Et bien qu'en fait, dans votre cas, on pouvait tout mettre en 1AU parce qu'il y avait les réseaux et les accès à ces zones partout déjà existants. Et qu'en plus, majoritairement, il y avait des acquisitions significatives qui avaient été faites de la part de la commune sur certains de ces secteurs, donc il n'y avait pas de nécessité de les fermer à l'urbanisation. Donc, on les a toutes mis en 1AU, elles sont toutes constructibles aujourd'hui. Toutes vos zones d'extension habitat sont constructibles demain. Voilà, ça c'est l'évolution majeure. Hein. Sur le bourg, il n'y en a pas d'autres, à part la résidence Beaumanoir et ensuite, alors là c'est plus anecdotique, c'est tout simplement qu'il y a un périmètre de captage d'eau potable au Brément. Donc vous voyez, là il y a un périmètre de captage immédiat et un périmètre de captage éloigné. Donc on nous a demandé de le reporter sur le règlement graphique. Donc ça veut dire que dans ces périmètres-là, il y a des prescriptions. On ne peut pas construire ce qu'on veut à côté d'un captage d'eau potable. Ensuite, concernant le parc d'activité du Gros Chêne, donc là aussi c'est assez mineur, le zonage qui avait été proposé à l'arrêt en fait avait été demandé, suggéré fortement par l'intercommunalité qui a la compétence économique sur ce parc d'activité-là. Finalement, la seule évolution a été, vous voyez, un petit triangle ici qui était en zone agricole où la communauté de communes nous a demandé de passer en violet, en UIM, donc tout de suite constructible, parce qu'en fait il y a une route qui passe exactement entre mon triangle rouge et la zone violette. Et puis la remarque de l'État, si je me souviens bien, c'était que la RN 166 avait une marge de recul qui devait aussi s'étendre sur les zones d'extension assurées. Donc ici étendu. Ensuite, là, on revient dans le bourg pour deux petites modifications qui ont été demandées à l'enquête publique. Donc la première, elle concerne l'habitant qui est là. Vous voyez ici, il y a une zone d'extension pour l'habitat, puis il y a une zone naturelle. C'est boisé ici quand on regarde sur la vue aérienne. Donc cet habitant-là a demandé à intégrer en zone naturelle cette petite bande près de chez lui, certainement pour avoir une zone tampon plus généreuse entre la nouvelle opération d'habitat et sa parcelle.
Et puis là, c'est l'entreprise Gauthier Lamellé-Collet qui en fait est propriétaire, hein, donc on est sur la zone d'activité de la rampe, qui est propriétaire de ce petit triangle rouge là. Là, c'est une impasse, je ne sais pas si vous voyez, voilà, tout simplement pour prendre acte de la propriété, et puis ça lui permet, lui, vous voyez, d'avoir un petit bâtiment en plus qu'il envisage de faire dans le coin de l'actuel bâtiment. C'est les modifications graphiques du zonage. Après, il y a d'autres modifications que je vais ouvrir avec vous pour les balayer rapidement. Je vais partager mon écran, ce sera le plus efficace. Voilà. Donc vous voyez ce tableau-là qui du coup est annexé à la délibération, synthétise vraiment tout ce qui va être modifié dans le PLU. Donc il y a un certain nombre, je vais les lister, hein. Il y a des évolutions qui ont été demandées et qui sont intégrées. Donc comme compléter et argumenter de manière chiffrée le projet démographique et de consommation foncière de la commune. Donc là, c'est une demande de l'État qui nous a demandé donc, de produire cet argumentaire. Donc vous avez ici, dans ce tableau, l'argumentaire qui est développé et qui est intégré dans le rapport de présentation. Et pour que vous puissiez bien voir exactement ce qui a été ajouté dans les justifications du projet, dans le rapport de présentation, on a fait le choix d'identifier avec des encarts, je vais vous les montrer, des encarts, on est comme ça, un peu bleu-grisé dans le rapport, les éléments qui ont été ajoutés. Donc c'est vraiment les éléments ajoutés entre l'arrêt et l'approbation. Vous voyez, typiquement, voilà, là on a un encart, ça veut dire que ça a été ajouté entre l'arrêt et l'approbation. Là aussi, tout ça c'est l'argumentaire chiffré de la commune. Voilà, on a pas mal rajouté en fait de justification et de démonstration. C'était aussi et surtout lié donc, à la justification du projet démographique et à l'évaluation environnementale. Donc voilà, tout ça, vous voyez, c'est toute une série de tableaux et de chiffres qui permettent de dire que le projet tel qu'il a été arrêté tient la route en termes de nombre d'habitants, de nombre de logements. Je reprends mon tableau. Ici, vous avez la colonne qui reprend copier-coller l'avis de la personne publique associée, ici le préfet. Là, dans cette colonne-là, la modification proposée pour l'approbation du PLU. Et ici, c'était le compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2022 qui validait ou pas les propositions. Donc quand vous avez OK, ça veut dire que c'est validé. Donc je passe sur tout l'argumentaire. Là, on a vu, c'est par rapport à la résidence Beaumanoir. Ici, il s'agit des stécales. Donc on vient d'étaler, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, les stécales qui changent. La fameuse carrière. Là, ce sont les zones 2 AU qui passent en 1 AU. Le périmètre de captage, on l'a également vu. Là ensuite, c'est l'autorité environnementale qui demandait à ce qu'une évaluation spécifique qui s'appelle l'évaluation des incidences Natura 2000 soit intégrée au dossier, donc on l'a fait. Là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le parc d'activité du Gros Chêne. L'État a aussi demandé à ce que les servitudes d'utilité publique soient complétées, donc on l'a également fait. On a également, vous voyez, revu le plan des servitudes d'utilité publique hein, en fonction des éléments que nous a transmis l'État. On a également corrigé des incohérences dans le rapport de présentation par rapport aux annexes sanitaires. Les annexes du PLU d'ailleurs elles-mêmes sont complétées. On est venu y ajouter l'inventaire des haies qui a été fait. On est venu rajouter aussi les annexes sanitaires en cours. Donc les servitudes d'utilité publique actualisées et puis quelques arrêtés préfectoraux que l'État nous a demandé d'annexer aussi. Ensuite, la CDPNAC, je passe parce qu'on en a parlé. Je rappelle simplement que le SCOT du Pays de Plouermel n'était pas favorable au STECAL qu'on vous propose à l'approbation. Il n'y en avait que deux qui, pour le SCOT, répondait aux critères du SCOT pour qu'un lieu-dit soit constructible. Pour mémoire, Robinson, Tréfiguet et La Foliette ne répondaient pas aux critères selon le SCOT. Vous avez été soutenus par la CDPNAF en ce sens-là.
ça j'en ai parlé également. Donc certaines personnes publiques associées ont fait plusieurs fois la même remarque. Vous voyez, on retrouve cette photo du plan annoté parce qu'en fait l'État, tout comme Ouse-Brocéan Communauté, l'ont mentionné. Et puis ensuite on va arriver au règlement écrit. Donc là c'est le service instructeur lors de l'enquête publique qui a relevé des incohérences, qui demandait à ce que certaines choses soient plus fluides, mieux écrites, des maladresses soient levées. Donc vous avez dans ce tableau en rouge toute une série de modifications. Donc ça va préciser par exemple qu'est-ce que des habitations légères de loisirs, donc les yourtes, les roulottes. On précise quelle est la durée d'installation de ce type d'habitation légère de loisirs dans le PLU. On est venu modifier un petit peu la règle concernant les abris de jardin, les annexes et les piscines, tout simplement en précisant les hauteurs, égouts, acrotères. Voilà, on est venu supprimer aussi des règles, telles que par exemple, je vais vous la lire, lors du projet d'aménagement en toute zone, on a supprimé le fait qu'on devait réutiliser sans les modifier les percements existants et n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. Il y a une autre règle qui permet beaucoup plus générale d'éviter des incohérences architecturales, donc autant pas en rajouter inutilement, c'est déjà un document épais. Bon voilà, je les lis pas toutes, mais il y a eu peu de modifications du règlement écrit. Et puis ensuite, le point qui a été relevé lors de l'enquête publique concernant les espaces boisés classés par l'État et aussi, je crois que c'était l'État et Francilva, en fait, lors de l'enquête publique, les espaces boisés classés. Donc là, en fait, ce qui avait été demandé, c'était de déclasser toutes les forêts qui étaient soumises à un plan simple de gestion. Parce que les forêts soumises à un plan simple de gestion ont le droit de défricher pour gérer la forêt, ont le droit éventuellement de faire des petites constructions pour stocker du bois, ce genre de choses-là. Et l'État, comme Francilva et le département nature et biodiversité de la DDTM, avait émis des inquiétudes quant au classement espace boisé classé sur la totalité quasiment du massif boisé de Céron. Et le problème, c'est qu'on a demandé donc au centre régional forestier de nous transmettre, voilà, merci, de nous transmettre les couches, les données cartographiées des boisements concernés pour qu'on sache lesquels déclasser. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était presque 80%, voire plus, des EBC qui étaient concernés. Donc ça voudrait dire déclasser la majeure partie de vos boisements sans passer à l'enquête publique. Ça voulait dire que là, on supprimait sans que les gens le sachent non plus. C'est un espace boisé classé, on n'a pas le droit de défricher. Et en plus, le code de l'urbanisme et le code de l'environnement est très clair, prévoit bien des aménagements entre le classement des boisements et un plan simple de gestion ou un boisement soumis au code forestier. C'est juste la méconnaissance, c'est le trop, on va dire on ne veut aucune contrainte, mais en fait, en espace boisé classé, quand une forêt est soumise à un plan simple de gestion, elle a le droit de déboiser. C'est plus des peurs de contraintes que de contraintes, puisqu'il y a pas... Donc là, il y a eu une discussion en fait physique et écrite entre Francilva, le CNPF et la DDTM 56. Donc on a regardé ce qui se faisait aussi dans les PLU voisins de communes boisées. Et donc là, par exemple, à Pimpon, si je ne vous dis pas de bêtises, ils ont arrêté en 2021, en 2021, leur PLU, et ils ont été confrontés à la même question par rapport à la forêt de Brocéliande. Et donc il a été trouvé une solution qui est celle qui est proposée aujourd'hui dans le PLU, c'est-à-dire de ne toucher à aucun espace boisé classé, tels qu'ils ont toujours été classés, depuis plus de 10 ans en fait finalement, et dans le règlement écrit, d'annexer un document spécifique lié à la gestion des forêts soumises à un plan simple de gestion et sur lesquelles il y a une trame espace boisé classé.
C'est tout simplement pour rappeler qu'il est possible de gérer la forêt, même quand on a un espace boisé classé. Il est possible de défricher, il est possible de faire une voie, il est possible, voilà. Donc on a transmis cette proposition-là à la DDTM, qui a admis par mail qu'effectivement il y avait cohérence à faire ça, et puis autant que toutes les communes du Morbihan, on va dire, suivent la même logique réglementaire. Donc voilà, c'était aussi pour pallier à ce fameux risque juridique de déclasser. C'était vraiment la grande majorité des boisements de ces rangs. Donc sans passer par une enquête publique, sans avertir qui que ce soit, c'était aussi un risque juridique. Voilà, je pense que je vous ai fait le topo des évolutions majeures du PLU. On a quand même après des demandes individuelles lors de l'enquête publique, donc dans les 37 observations qui ont été faites, la majeure partie ont été écartées parce que c'était des demandes de constructibilité sur des terrains privés et qui effectivement, dans les villages, notamment dans les lieux-dits, redevenaient inconstructibles. Donc là, on n'a pas pu accéder à ces demandes-là. Et puis je vous invite ensuite à lire en fait le tableau que je vous ai... le tableau de synthèse que je viens de vous présenter, ainsi que ce document-là, qui en fait répertorie toutes les demandes individuelles, et avec l'encart bleu, la réponse de la commune à toutes ces demandes. Voilà. Est-ce que je vous laisse poursuivre la lecture de la délibération, monsieur le maire? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des remarques? Est-ce que vous on va parler du a captage de Brancenay, entre Brancenay et Grandvilliers, il y a un captage d'eau. Oui, alors celui-là n'a pas été relevé par les personnes publiques associées ni lors de l'enquête publique. Mais il était, de mémoire je ne m'en souviens pas, mais on va regarder, il était peut-être déjà sur le règlement graphique. Ce serait pour ça qu'on ne l'a pas signalé. Après, c'est une servitude d'utilité publique. Donc même si ce n'est pas sur le zonage, c'est sur le plan des servitudes d'utilité publique. On peut regarder, vous devez voir les dossiers en même temps que moi. Non, mais il y a une zone de protection. Ça, c'est le zonage. Vous savez, là, on a les servitudes relatives au périmètre de 500 mètres des monuments historiques, mais il ne semble pas que ce périmètre de captage-là ait été demandé, ça ne me dit rien. Il doit être sur le plan des servitudes d'utilité publique, mais pas sur le plan de zonage. Parce que toutes les demandes qui n'ont pas été faites par les personnes publiques associées ou au commissaire enquêteur ne peuvent pas être prises en compte. Enfin, il y a un parallélisme en fait de la demande et de la réponse. Alors attendez, je regarde. Cette zone est bien répertoriée quelque part Si elle a bien été transmise par l'État, elle doit y être. Là, vous voyez, la servitude, donc le fameux captage, vraiment, elle est prise en compte. Ah, ça doit être celle-là. C'est ça, c'est celle-là, oui, d'accord, c'est contigu. Bon, c'est bien sur le plan des servitudes d'utilité publique. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Vous retrouvez tous les travaux et transformations qu'on a fait. Je vais mettre le zonage, c'est ça. D'autres questions? Comme un document assez dense, Oui. Qui en plus devra être complété ensuite par le zonage assainissement et eau pluviale, qui sera fait début de l'année prochaine. Donc il sera fait le début de l'année prochaine et il y aura une enquête publique aussi. En conséquence, qui normalement ne va pas influer sur la chose. Mais c'est vrai que c'est 3 ans, finalement, 3 ans de travail et de réunion pour
aboutir à un projet qui convienne a priori aussi à tous aux personnes publiques associées, à la commune. Il y a un petit bémol quand même, c'est par rapport aux dents creuses, quoi. Oui. On a respecté effectivement la limite des villages constructibles, Oui. mais on sait très bien qu'il y a quand même quelques dents creuses qui auraient pu recevoir des habitations et on n'a pas pu retenir. Donc c'est quand même le grand dommage en fait de cette réglementation-là. Avec les 50 mètres. Ouais, il y a des parcelles qui vont rester inconstructibles dans les villages alors qu'elles ont tout pour pouvoir accueillir des habitations. Voilà. Alors que ça ne pénalise pas du tout la partie agricole, quoi, hein, parce qu'on ne fait rien du tout. Mais ça, c'est déjà. dommage. Et puis on a déjà soulevé, mais ça, bon, c'est à voir. Bah, c'est Un bout de parcelle, au bout d'un village qu'un agriculteur ne veut plus travailler parce que c'est plus possible au niveau des distances, au niveau du matériel et au niveau de la surface pour en faire quelque chose de fondamental. Vous avez des triangles de quelques centaines de mètres carrés qui vont devenir des friches habitat métadin. Ça, c'est peut-être pas. peut-être pas. La loi évoluera, ça Peut-être, parce qu'un jour il faudra un peu plus. Mais en tous les cas, pour le moment, c'est bloqué et c'est très dommage parce que si on réfléchit, je dirais, normalement et avec du bon sens, ces petites parcelles devraient être comme ça et on a quand même soutenu nos systèmes d'habitat. Ça, j'en suis content, heureux avec ce travail-là et puis on verra le résultat. Du coup, on a 10 ans sans modification. Alors c'est plus compliqué que ça parce que c'est 10 ans sur le principe. Mais il y a le Stradet et le SCOT qui ont l'obligation d'être refaits prochainement, ce qui nous obligera en 2027 à réactualiser notre flux. Mais tel qu'on l'a conçu, parce que dans ce qui se prépare, c'est qu'on prenne les 10 années de 2011 à 2021. Alors c'est 21 sur le papier. On compte le nombre de constructions, de consommation. On reporte ça sur de 2021 à 2031, sur les 10 ans qui suivent, et avec l'obligation de diminuer par 2 la consommation. En fait, nous, on est déjà pratiquement... Eh bien, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Oui, je vais vous le Pas très loin. dire tout de suite. Parce qu'on met dans le compteur ce qu'on a consommé en 2021 Voilà. et 2022. Donc, voilà, dans le compteur, on met ce qui est 2021. C'est pour ça que le truc, c'est 2021, 2020, 2021, 2021 et 2021. Et en 2021, il y en a... Oui, il y en a un paquet. C'est bien. On a déjà bien impacté. Ça va construire. Voilà. Ben, vous êtes à moins 60. Vous êtes. Hop. Voilà. Vous êtes à moins 60%. Vous avez consommé 41,2 hectares entre 2011 et 2020. Et donc là, on consomme 16,7 hectares. On n'a pas compté le parc d'activité du Gros Chêne dans les deux cas parce que comme c'est de rayonnement intercommunal, vous n'allez pas être pénalisé de consommer sur votre territoire un parc qui rayonne au-delà de vos limites. Donc voilà, en fait... Puisque 2021 rentre dans le nouveau compteur, il faut compter, mais on ne doit pas être loin de... Bah, oui, là on est encore à la limite parce qu'en fait, cet été, les chiffres du portail de l'artificialisation, qui sont les chiffres en fait, que l'État regarde et qui dit telle commune a consommé entre 2011 et 2020 tant d'hectares, eh bien ça a été réactualisé cet été-là, au mois de juillet-août. On avait déjà vu la DDTM pour leur transmettre, nous, les précédents chiffres.
Donc il y a un moment, de toute façon, tout avance. Hein. La loi est donnée, il faut s'arrêter de... Mais c'est pas mis à jour avec les chiffres de 2021, si? Non, pas encore. Non. Non, hein, Ah, ça s'arrête. non, ça s'arrête à 2020. Oui. C'est 2011-2020 pour l'instant. Donc on Donc, regarde. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est Oui. qu'est-ce qu'on a consommé en 2020 et puis jusqu'à maintenant. 2021. Ça, on va le faire, mais bon. Ah, ça, vous devez, dans les fichiers On va pas être fonciers, loin d'être si, loin. je pense qu'on doit l'avoir intégré. Et les gens beaucoup de construction en campagne, là, sur ces... Oui. Je me dis, on n'est peut-être pas loin d'avoir consommé des gens. Hein. On a beau théoriquement avoir 16 hectares secs, mais... Ouais, ça change pas, en plus c'est des grands terrains. C'est les 10%, il faut savoir. Les 10%, il faut savoir. En campagne, il fait une maison. On est à 60%. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des constructions. Pour moi, il faut compter. Et là, on réintègre Beaumanoir, qui était gelé au départ. Ça, on est déjà consommé. On a 10% de réserve. Alors, Si on a pris 10% de 2021, il reste 50%. Il n'y a qu'une solution, c'est de compter. On ne doit pas être loin d'être dans les clous, ce qui ferait que donc en 2027, pour ceux qui ne sont pas du tout dans les clous, il y en a qui sont déjà pas du tout dans les clous avec le démarrage, ça serait qu'une révision simplifiée à la marge. on a bien l'année 2020, mais on n'a pas l'année de 2021. Donc on a bien avancé quand même. L'année 2020. Ouais. On a déjà bien avancé, hein. On a anticipé tout en Là, c'est que pour les préservant On a anticipé, surtout qu'à un moment on va être saturé quoi. Absolument, ça c'est Donc on n'aura plus le droit. c'est un autre sujet. Ah oui, mais c'est plus ça qui est inquiétant. C'est un vrai sujet. Ça se trouve dans 2 ans. L'AMF se On pourra plus construire. donne aujourd'hui. C'est sur ça que l'AMF se donne aujourd'hui avec les maires de France pour savoir où on va. Et le ZAN est beaucoup discuté à tous les niveaux. Par les maires, au niveau de la région, même d'ailleurs. Parce que c'était plutôt positif d'avoir au moins 6 villages Oui. conservés, mais finalement, c'est assez bien. Mais là, on est rattrapé en fait par cette nouvelle règle Bah oui, voilà. qui a un peu un effet rétroactif. La loi dit les lieux-dits doivent être exceptionnellement constructibles. Et le exceptionnel, on interprète comme on veut, et la doctrine de l'État, qui nous a été exposée en 2019, c'est 2 lieux-dits par commune. Par exemple, Val-d'Oust, commune nouvelle, ou 3 communes historiques, ils n'en ont que 2, la Touche-Carnet et Grandville. Peu importe la superficie de la commune. C'est ce qui a joué en C'est ce qu'on a fait valoir à la CDPNAF, c'est ce que nous avons C'est surtout le nombre qu'on a enlevé en fait. La caractéristique. Et vous, c'est le fait que le diagnostic mette en avant le fait que plus de 50% des habitants de Serran vivent dans les lieux-dits. Et les nouvelles constructions, c'est pareil, se sont essentiellement faites dans les lieux-dits. Donc le cœur de Serran, c'est pas vraiment le bourg, c'est en fait c'est à 51 ou 52% dans les lieux-dits. C'est assez c'est atypique, quoi, parce qu'on voit partout. C'est une caractéristique qu'on a défendue, Voilà. sachant que dans les critères aussi, il faut déjà dire maison, il faut déjà dire. Oui, il y a quand même tout un tas il y a certains critères. de critères qui empêchent. Donc on a été au maximum de ce qu'on pouvait selon la réglementation. C'est ce qu'on a aussi défendu. Et on a défendu qu'on avait été au maximum, mais qu'on n'avait pas mis le minimum. Dans ce les qu'on avait lieux-dits. proposé était totalement défendu et travaillé en fonction des règles. Il y a 67% des nouveaux logements produits ces 10 dernières années dans les lieux-dits. 7% dans le bourg, et puis donc 26% dans les lotissements. Après c'est des 2019 ça aussi. Ça, non, c'est les données comme vous nous aviez transmis jusqu'en 2020, les PC, c'est le tableau qu'on a vu. Du coup, il y a 2020 dedans. Donc ça, c'est 2015 à 2020, pourcentage là. Oui, c'est ça.
je ne vais pas vous faire tout le diagnostic parce que je pense que, vous voyez, on a des cartes qui permettent aussi d'argumenter, qui ont été présentées à la Chambre d'agriculture et qu'on a rappelé à la CDPNAF sans forcément leur montrer, hein, mais qu'on avait beaucoup de lieux-dits. En gros, c'est tous ceux qui comportent des constructions récentes, quoi. Et on a les périmètres sanitaires de 100 mètres agricoles aussi par-dessus, donc on voit qu'il y a une cohabitation entre les deux. Donc c'est aussi ce qui explique qu'on a retenu que 6, c'est parce que la Chambre d'agriculture nous a demandé, quand il y a un périmètre sanitaire, vous avez vu à la touche aux angles, on a dû enlever le sud parce qu'il y avait un périmètre sanitaire agricole. Donc tous ceux qui avaient de fait des périmètres sanitaires, ça en écarte quand même énormément, quoi. On donne la priorité à l'exploitation agricole. Partout où il y a du rouge. Donc ça explique que voilà, on n'en a pas retenu énormément finalement. Et puis je crois aussi que le sérieux de l'analyse pour chaque lieu-dit hein, qui a été fait, pour les 72 lieux-dits de plus de 10 constructions, la commune en 2019-2020 avait mené une analyse de chaque lieu-dit avec une fiche spécifique pour chaque lieu-dit. Donc je pense que ça a joué. Je pense que tout ce qui a été remarqué, c'est le travail qui a été fait, que vous avez fait. Ouais, ça a été justement noté sur l'analyse de chaque village, même au pays, ils nous ont félicité sur le travail. Oui, voilà, on avait toute une analyse des lieux-dits. Donc le travail qui a été fait par toute l'équipe, il n'a pas été fait pour rien. Voilà, une fiche avec des informations. À chaque fois, quelles sont les caractéristiques urbaines du lieu-dit, le nombre d'habitations, est-ce qu'il y a des éléments d'animation de la vie locale, des équipements, des commerces, des espaces publics, est-ce qu'il y a des éléments de petit patrimoine, est-ce que l'urbanisation est compacte, est-ce que le lieu-dit comporte des habitations récentes, est-ce qu'il y a des dents creuses, est-ce qu'il se situe dans une zone à risque, près d'une zone naturelle, est-ce qu'il y a un siège d'exploitation agricole, si oui, est-ce qu'il est impacté par un périmètre sanitaire agricole, est-ce qu'il y a des eaux, comment est la desserte, jusqu'au transport en commun, parce que les élèves qui restent une heure dans le bus, parce que si on met des zones constructibles, on accueille aussi de nouvelles familles, ça rallonge le circuit. Voilà, tout ça a été analysé. Pour chaque lieu-dit, il y a une fiche qui est annexée au rapport de présentation. Comme de la même manière, il y a une fiche par agriculteur. Donc en fait, l'analyse vraiment du territoire en dehors du bourg, c'est le plus gros du PLU. Alors que dans d'autres communes, c'est l'inverse. Là, on s'est concentré beaucoup plus sur le territoire global et moins sur la centralité du bourg. Voilà, vous avez une fiche avec un nombre de points. Plus il y a de caractéristiques positives destinées à l'accueil d'habitation, un nombre de points, oui, nous en interne on avait un nombre de points avec un fichier Excel qui nous permettait en fait de donner un arbitrage sur celui-là a plus de chances d'être constructif parce qu'on a de quoi l'argumenter. Vous voyez, je peux même vous montrer, ça a été une machine de guerre, hein, le traitement des fiches. On n'a jamais fait ça pour aucun autre PLU. On a développé la méthode que pour vous. Et on n'a jamais fait ailleurs pour l'instant. Ça a été efficace à la CDP. Ah oui, regardez. Ça a été efficace parce qu'à la CDPNAF, quand il y a eu des questions très pointues, et grâce à cet outil-là, si vous arrivez à lire, à additionner pour remplir la colonne des critères remplis. Donc là, on a tous les lieux dits, Brancin, Pigneux, nombre de construction, nombre d'habitations, avec un système de points de 0 à 1. Les colonnes noires, c'est quand directement ça donne aucun point, donc constructibilité, warning, non. C'est quand il n'y a pas de dent creuse. Aucun intérêt de laisser un lieu dit constructible s'il n'y a pas de dent creuse. Pareil, s'il est touché par un périmètre sanitaire agricole de plus de 50%. Et voilà, et on arrive à un nombre de points. Donc plus il y a de points, plus on pouvait justifier de la constructibilité du lieu dit. Voilà. Moi j'en ai un autre, c'est sur les toilettes, parce qu'on a quand même pas mal de vieilles pierres, de bâtisses qui sont plus ou moins évoluées, plus ou moins, mais dont on sait instinctivement qu'on peut faire des choses si
ça sera peut-être une prochaine fois. Il y a des ruines qui peuvent vraiment être mises en état. Là, on en a 27, 27 bâtiments qui peuvent changer de destination. Et pour chaque bâtiment aussi, il y a une fiche que vous avez faite. Comment elle fait par le Ça a été aussi un gros boulot. Hein. Est-ce que j'ai un exemple? Une ruine qui a les 4 murs, mais pas la clôture, on ne peut pas les coller. On met la clôture dessus. Ouais. Ouais. On va trouver ça dommage, d'ailleurs. Ça fait pas de reconstruire la place. C'est une frustration. Ah, et puis On a dit à certains de balancer des taux dessus juste avant qu'on prenne les photos, mais... Et si tu as encore les taux, mets se effondrer, laisse encore un peu jour. C'est plus bien sur les taux. Ah oui, mais si, Ça peut encore bouger. On a changé, c'est des crans. On a changé les trucs sur la Vous voyez, c'est Il restait qu'une taux de main dans le premier état. ce genre de bâtiment-là. Payer un moment de la comme ça, c'est Qui s'est cadastré et On a un adresse qui a consensus. Ça sera pour la prochaine fois. Ça rentre pas dans cette catégorie-là. Je voulais pas ça rapidement. Il y en avait 100. Oui, mais on a dû. En fait, plus il y en avait, moins on pouvait justifier aussi des opérations de logement neuf. Parce qu'il y a un nombre de logements à produire et plus s'il y avait les 100 bâtiments en changement de destination, vous n'êtes pas certain de les faire ces logements. C'est le privé qui décide. Donc vous avez aussi voulu privilégier les opérations dans le bourg où vous aviez la main. Mais tout ce qui est ancienne maison, en fait, même si elle est en mauvais état, peut être reconstruite. Ah oui. Et ça, c'est quand même une nouveauté à payer du coup. C'est vraiment les changements de destination. Là, il y en avait 108, hein. Ouais, enfin 108 fiches. J'ai 108 fiches, mais ça doit être, vu qu'il y a une fiche de texte à chaque fois, la moitié. Il faut pouvoir justifier que c'est une ancienne maison d'habitation. Enfin voilà, c'est vraiment un très gros boulot de tout répertorier. Vous n'êtes pas à l'abri d'en avoir oublié quand même, mais ce sera. Vous modifierez peut-être un jour certainement votre PLU pour en rajouter, pour en enlever. Il a actuellement une maison sans caractère, en parpaing, qui est. Ouais. Est-ce qu'on peut la raser et refaire? Alors vous pouvez reconstruire à l'identique. À l'identique. Identique. On part pas et son caractère. Voilà. Donc en fait, pas d'intérêt de la détruire. Non, mais dans la même emprise, vous changez des ouvertures, mais il faut que ce soit le même volume, quoi. Hauteur et gabarit. Même surface. Oui, même volume. Oui, vous pouvez modifier un mur et faire une ouverture. Il faut que ça reste dans le même gabarit. En termes d'avenir, dans la mentalité, il va falloir que ça change. Beaucoup de jeunes, quand ils arrivent, la première chose qu'ils veulent, devenir propriétaires, faire une maison neuve à leur goût. Et bon, ben ça, il n'y aura plus de terrain, il n'y aura plus de lieu. S'ils veulent, oui, donc, mais même ça va devenir, ça va se limiter là aussi. Et quelles possibilités ils auront? De toute façon, c'est vers là qu'on va, hein. Effectivement, la zéro artificialisation, c'est oui, ce sera construite. Ouais, on va raser pour refaire. Oui, c'est ça, on rendra à la nature le pourri, entre guillemets, parce qu'on a tout dans des villes, des friches ou des garages, des bâtiments abandonnés, bah, tous ces terrains-là vont servir en fait à compenser la constructivité. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, dans 20 ans, on ne construira plus rien. Ça veut juste dire qu'il faudra redonner à la nature quelque chose d'écologiquement équivalent. Alors, on pourra peut-être construire sur 500 mètres carrés et ça ne veut pas dire qu'il faudra redonner 500 mètres carrés à la nature. Ça veut dire qu'il faudra analyser l'intérêt écologique de la zone et si celle qu'on détruit est moindre, eh bien, on devra restituer quelque chose d'un intérêt écologique moindre aussi. En fait, il y a beaucoup de potentiel de renaturation. Et même dans les bourgs, même vous voyez, des surfaces de parking voilà, qui seront désimperméabilisées pour mettre de l'herbe. Des l'herbe avec des pavés. Ben, ça comptera en surface pour pouvoir consommer. Enfin, vous voyez, c'est l'infiltration des eaux de pluie aussi. Mais s'il y a déjà autour des grandes villes, ce qui est aberrant,
un magasin qui s'implante là, qui construit. Il y a beaucoup de choses sur les marches qu'ils font, mais ils construisent, ils font, ça leur plaît plus, ils ont plus assez grand, ils vendent, ils localisent, ils refont. Et là, on prend la terre agricole, là, ça coûte de la terre agricole. Et ça fait des friches industrielles, parce que c'est pas forcément valorisé, les anciens bâtiments. C'est ça. Là, il y a un problème, alors on nous embête un petit peu dans les campagnes, et quand on voit ce qui se fait autour des grandes villes, ben, ça met un peu en colère. Des concentrations, et si on veut encore accueillir des nouveaux habitants dans le futur et le terrain autour des campagnes, autour, dans ces zones-là, le terrain, les réserves qu'il y a, qui sont tendues, qui sont, voilà, en termes écologiques, une catastrophe. Ah bah oui. Mais il y a aussi une pratique qu'il faut essayer de faire changer, c'est par exemple le fait d'avoir un espace, une vocation. Je pense par exemple à ça qui a consommé beaucoup d'espace aussi. On a une emprise pour un équipement public. Je ne sais pas, une école, une salle polyvalente, un équipement public, un centre technique municipal. Eh ben, on avait l'habitude d'avoir une emprise pour, d'ailleurs le zonage, là vous ne l'avez pas, pour le coup on n'a pas dissocié les équipements publics de l'habitat, mais de plus en plus on va aller vers la mixité des vocations. C'est-à-dire un commerce ou un équipement public, un commerce au rez-de-chaussée, un équipement public au premier étage, avec éventuellement, en R+2 si on est dans le centre du bourg, des petits appartements, des logements. En fait, on va davantage mixer, bon, je ne parle pas des salles polyvalentes qui font du bruit, mais il y a plein de possibilités de mixer, chose qu'avant on ne faisait pas du tout, quoi. On avait une emprise pour la zone commerciale, les équipements, l'habitat c'est ici. Eh bien, on va davantage mixer pour consommer en fait moins, parce qu'il y a des choses qu'on peut empiler, comme les parkings, on peut les mutualiser. Si on met sur une seule emprise de l'habitat à une école, quoi. Par exemple, on peut très bien avoir une crèche en rez-de-chaussée, avec un petit jardin, des appartements au-dessus. En fait, ça... C'est une nouvelle pratique, ça vous paraît peut-être lointain, mais c'est ça aussi qui va être encouragé. Ok. Pour l'avenir, si on veut encore accueillir les habitants, il faudra densifier, ce qui n'est pas évident. Donc de toute façon, les discussions sont en cours sur ces sujets qui sont prégnants, qui inquiètent tout le monde rural sur cette concentration autour des agglomérations, des villes, des grandes villes, des moyennes et toutes les petites villes existantes. Donc voilà, c'est la loi évoluera certainement une fois que les bourgs seront remplies, entre guillemets, et bien, on libérera la constructibilité des dents creuses dans les lieux dits et ça se fera. Vous savez que l'État a mis en place des taxes que les communes font le choix d'actionner pas, hein, mais des taxes sur les logements vacants par exemple. Je sais que la commune de Tréal l'a instauré pour inciter les gens à vendre ou à réhabiliter. Les taxes aussi sur les parcelles constructibles dans les bourgs qui ne sont pas construites. Et c'est vrai que ça, une fois qu'on a instauré ça débloque beaucoup de choses. Hein. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de terrains qui en peu de temps se construisent. Bon. Ok. D'autres questions sur le présent, sur l'avenir? C'est plus difficile. C'est vrai que la politique, c'est un peu comme ça suit aussi des lois écologiques. Hein. Quand ça va trop loin d'un côté, ça revient au centre et ça bouge et c'est pas fixé. Le ZAN, il est aujourd'hui, avec l'optique 2050, il est fixé aujourd'hui, mais on sait que ça pose tout un tas de problèmes qui sont déjà à la vue de tout le monde et que tout ça va finir par bouger avec le cheminement de la politique et les rapports de force. Donc on reste optimiste,
Mais pour le moment, je crois que sur ce sujet-là, on a fait au mieux, plus que mieux, avec les contraintes qu'on avait. Et donc encore une fois, merci pour le boulot à tous. Donc on va passer à l'approbation. Donc avant de vous dire, de passer de faire le vote, je vais lire 2-3 considérations. Considérant que le projet de révision du PLU a fait l'objet des consultations prévues par la loi et que les avis des recueillis sont versés au dossier, c'est ce qu'on vient de voir. Considérant que le projet de révision du PLU a été soumis à enquête publique, a fait l'objet de modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, c'est ce qu'on vient de voir également. Et considérant enfin que le projet de révision du PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération est prêt à être approuvé, je vous invite donc à vous prononcer par le vote sur l'approbation de ce PLU, qui rentrera en vigueur dans des approbations. Publicité, pardon. Voilà, dès que l'affichage. Qui devrait. Transmission correcture et affichage. Exactement. Le plus tard des deux étant le délai d'exécution. C'est quelques jours, ça. Presse, préfecture, affichage en ligne. C'est quelques jours. Ah oui. Donc, qui est pour? Je demande quand même, donc a priori à l'unanimité, avec les pouvoirs, il n'y a pas d'abstention, pas de contre, donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie encore du travail accompli à tous et merci. Je vous laisse poursuivre. Oui, merci. Ah oui, c'est en fait, Oui, consciencieusement de voir pour vous dire que je m'en souviens. Je débranche. Je débranche la rallonge. Bon, bah, écoutez, je vais aller finir le match. Quelqu'un Vous voulez savoir? Pas de spoil. dis-moi. Ah bah dis-toi, tout le monde le vaille. Hein. Ah ouais. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Bon conseil. Merci. Bah, je vais La France. 15-0 quand même. Combien? Il gagne demain. Qui? La France. La France gagne demain. Il perd 1-0. C'est ce que j'ai mis comme résultat final. Giroud, Rabiot et Giroud. C'est Benzema à dire pour celui qui a fait les buteurs. Benzema. Ok. Donc, affaire footballistique, c'était point 2, c'est fini. On remettra. On remettra dans les clips. Il faut voter le soir. Qui a pris le soir?
Affaires foncières. C'est un peu compliqué. Comme à chaque fois. Je passe la parole à Johan qui va nous expliquer le contexte. En fait, quand on lit l'énoncé, il y a deux points. Il y a une affaire foncière au village de la Fosse et il y a une affaire d'admission de parcelles boisées au village, près des temps de Vache-Gare. Donc ça, c'est finalement dans l'énoncé, là, c'est peut-être pas très clair quand je lis comme ça, mais il y a deux points. Moi, je vous parle plus de la demande de M. Croquer à la Fosse. Est-ce que tout le monde voit aussi la Fosse déjà, le village? Tout le monde voit à peu près aussi? Ouais. Donc, sur le plan, on voit donc la demande de M. Croquer qui souhaite acquérir une portion de terrain de chemin communal. Donc tout le monde a le plan sous les yeux. Donc on voit c'est la portion assurée, la parcelle numéro 28, qui est le chemin communal. Il souhaite l'acquérir puisque la grange a été étoilée, donc le propriétaire a été étoilé et il souhaiterait soit vendre, soit rénover. Donc il ne sait pas trop encore. Et donc on voit bien sur le plan que l'acquisition ou la cession de cette portion de parcelle là poserait un souci d'accessibilité à la parcelle de Madame Herbeau. Donc ce que je souhaitais, moi, en fait, la position qu'on avait avec les adjoints et le maire, c'était qu'on fasse plutôt un échange, qu'on ne cède pas toute la portion jusqu'où il demande, mais plutôt à peu près au droit de la maison, de Herbeau-Maillange, et qui cède à la commune la petite pointe du triangle. Donc après l'avoir appelé et lui expliquer la situation, il n'est pas trop d'accord, parce qu'en fait c'est surtout une histoire de voisinage, donc il n'est pas trop d'accord de céder la pointe, puisque voilà, il sait qu'il a la pointe en fait un peu son voisin, donc il souhaite adhérer pour ça. Donc moi la position ce soir, donc là je lui ai proposé ça, donc il réfléchit. Donc ce que je propose ce soir, c'est de ne pas délibérer en fait sur cette demande et plutôt on va lui répondre en confirmant notre position. Et puis il reviendra vers nous s'il change de vie. Voilà. On a déjà vu ça. Hein. Donc voilà, c'est déjà une demande qui a été faite pour la troisième fois. Le mandat précédent. Ouais. Et on lui répond systématiquement la même chose. Et systématiquement il revient. Voilà, quand les équipes municipales changent. Quoi. Mais, voilà, je préfère ne pas changer de position et conserver parce que voilà, aujourd'hui les propriétaires sont inquiets, mais si un jour c'est vendu, voilà, si on veut que le village continue à. Si on veut que les gens vivent en harmonie dans ce village-là, peut-être anticiper ces choses-là. Ouais, parce que la demande, c'est la totalité de la parcelle 28. Non, jusqu'où ça achève là. Jusqu'à ce qu'il soit propriétaire. La demande, c'est la route. La route achève. Moi, après, pour moi, sa demande est logique. Hein, il n'y a pas de. Mais non, parce que. Elle est logique pour lui. Par rapport aux délimitations de terrain, elle est logique. Il faut sur place. Hein, oui, je sais, mais je le connais, oui, je connais le terrain. Regarde où c'est marqué 18 là, ou 19. Donc 43 plutôt. C'est le garage de la dame. C'est le garage de la dame. Il a pu accès. Non, c'est AB, c'est marqué AB. C'est AB. Mais c'est quoi? Oui, mais aujourd'hui, si en fait il est déjà propriétaire de la pointe, en fait, donc du coup, en fait, c'est que ça ne change rien pour la dame qu'il soit propriétaire de la route ou pas. Pour l'instant, ouais. Mais en fait, on a une position de force en fait. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est ça que c'est bien, il faut s'en servir. Donc pour l'instant, voilà, je propose ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, du coup, de ne pas délibérer ce soir, en lui rendre réponse voilà, en confirmant notre position, en confirmant notre position telle quelle, et puis on voit ce que ça donne dans les mois et les années à venir. Voilà. Tout le monde est OK là-dessus? Il n'y a pas de délibération là-dessus, mais je pense que voilà, cette position oblige quelque part les gens à être conciliants. C'est bien l'objectif, parce que c'est une non-conciliation entre voisins sur des cadastres qui sont très anciens, qui ont été plus ou moins faits bien à l'époque. Oui, comme ça. On retrouve ça, ce sujet de cadastre qui prétexte à la discussion de voisinage, alors que ça pourrait très bien se passer. Si les gens se mettaient autour de la table et étaient bienveillants et conciliants entre eux, donc cette position pousse à ça. C'est comme ça que je vois.
qu'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés à l'avenir. C'est ça. Voilà. D'entraver ou de gêner une circulation. On aurait d'autres problèmes à régler. Des choses qui vont résoudre le problème. Les cadastres anciens posent des problèmes aujourd'hui, on ne va pas mettre des cadastres nouveaux qui poseront des problèmes demain. C'est ça l'idée. Les choses qui vont On va avoir sur la conciliation des gens, je dirais la conciliance et le bon sens. Voilà, merci Johan. Oui, Jean-Eudes. Donc, monsieur le maire a reçu un avis comme quoi il y avait une parcelle boisée à vendre. Oui, exact, oui. C'est normal parce que la commune a le droit de préférence. Cette parcelle se situe sur les langues de la touche. Donc il faut prendre l'ancienne nationale, dans l'urbaine. Et vous prenez la route Calac-Région. Vous allez jusqu'à la plaque de Villeray, où il y a une maison toute seule, là. Vous faites environ 100 mètres, et vous prenez à gauche. Vous faites environ 300 mètres, et vous arrivez à la parcelle. Donc c'est une parcelle de l'un hectare 75. C'est une parcelle de boisement naturel. Là, je parle de celle qui est en marron, là, XB0003. C'est celle-là, oui. C'est un reboisement naturel qui a environ 25 ans. C'est essentiellement des résineux, du pain maritime, du pain sylvestre, quelques Douglas. Sanitairement, elle est bien. Autrement, je n'ai rien à dire sur la parcelle. J'avais pas trouvé les langues de la touche Oui, en village, par contre. Enfin, les langues de la touche, j'avais pas. C'est pas un village, c'est des parcelles boisées entre la touche. C'est toute une zone boisée qui est nommée langue de la touche. Donc c'est entre la touche et la route de Calac. C'est la route de Calac, si on prend D'un point de vue exploitation, ça serait plus une première éclaircie dans quelques années, à court terme. La moyen terme, une deuxième éclaircie dans 7 ans ou 15 ans. Et à la finale, on est plus grave, parce qu'on est dans 20 ans. Ou 30 ans. Et autour, on n'est pas du tout, la commune n'est pas du tout propriétaire. J'ai pas noté la surface. Donc, pardon, 1 hectare 75. 1 hectare 75. 747 exactement. Donc le prix demandé pour la totalité est de 7800 €, soit 4400 € l'hectare. Donc par rapport à ce qu'on pratique aujourd'hui dans le Grand Ouest, les prix des bois, ça va de 1300 € à 7300. Donc ça fait une différence de 6000 €. Et si on bouge le curseur à 50%, ça fait 3000 €. Donc 3000 € plus 1300 €, et 1300 € c'est les surfaces, ils sont moins nus, qui se vendent quand même. Ça fait 4300 €. Et là, aujourd'hui, on demande 4200 €. Donc ça, 4400 €. 4400. Donc le prix est cohérent par rapport au boisement. Par rapport au boisement, il y a sa qualité en maritime et avec quelques douleurs dessus, c'est ça? Pardon? C'est sa qualité, parce que le prix aussi. Oui, le boisement est sain. Il est sain, il n'y a pas de maladie. Le rang de priorité par rapport à sa voisine, par exemple, un propriétaire. Oui, donc il faut savoir que si l'acheteur qui s'est proposé d'acheter la parcelle, s'il est mitoyen, si c'est un propriétaire mitoyen, on n'est pas forcément prioritaire.
c'est le propriétaire qui va trancher à ce moment-là. Soit il vend à la commune, soit il vend à la personne qui s'est proposée d'acheter. T'as été voir la parcelle avec Non. Non. Non, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Ah oui, oui. Je dis ça comme ça, c'est peut-être un mitoyen, mais peut-être pas. Il faut faire une expertise là-dessus. Oh, expertiser. Aller voir avec Manon, quand même. J'ai vu, ça y est. Ah oui. Oui. Ah oui, je t'ai posé la question. Donc, on a été Donc, voir. bah, elle, sur le Non, prix. le propriétaire du bois, il doit bien savoir si à côté, s'il y a les propriétaires des terrains à côté. Nous, le propriétaire du bois, je connais pas. Personne ne. Celui-là. Là, s'il a mis en vente, il a prévenu. C'est par l'intermédiaire du notaire. C'est le notaire. C'est le notaire. Il y a d'autres acquéreurs. Oui, parce qu'il y a. Ah oui, bah. Comme il y a un délai de 2 mois, il y a certainement un compromis de vente de signer, à mon avis. Et on ne sait pas si c'est un qui est voisin. Il faudrait appeler le notaire, mais le notaire nous dira pas. Le notaire qui sait que ça. Si on est un droit de tension, il a le droit de savoir même Je comprends bien. si l'acquéreur s'il a un terrain à côté. Oui, mais là, le notaire, il sait, il ne va pas le dire. Non, il ne dira pas. Comment savoir c'est là Lui, c'est eux qui vont, c'est le notaire qui va, le propriétaire qui vont trancher après. Oui. Nous, on dit, oui, on est acquéreur, mais après, c'est-à-dire après, le propriétaire, on n'est pas forcément prioritaire. On ne peut pas préempter. Là. Si c'est un limitrophe qui est acquéreur. Non, mais si c'est pas un limitrophe, de toute façon, il va dans le rabat, en fait. Ah oui, oui. Il aura pas. mais le voisin peut l'acheter aussi. Ah bah oui, C'est ça. C'est au propriétaire qui peut décider. Après, il décide. Donc, on a jusqu'au 19 décembre pour répondre. Oui. Toi, avec ta visite avec Manon, avec le coût et avec les surfaces qu'on a aujourd'hui, forêt domaniale, pour est-ce que ça l'instant, vaut le coup, cet investissement? première éclaircie, c'est pas... Ouais. Première éclaircie, 50 mètres cubes. Ouais. Donc ça ferait 64 mètres cubes pour la première éclaircie. La deuxième ne serait que dans 7 ou 8 ans, on peut tripler à ce moment-là. Alors 75 mètres cubes, ça représenterait combien de sous? Voilà, je sais pas. Aujourd'hui, on ne peut pas donner. C'est pour le bois dans 10 ans. pour la chaudière, je sais pas. Non, il a découvert votre première éclaircie à court terme. Oui, à court terme, c'est voilà, c'est... Dans l'année prochaine, dans 2 ans. Voilà. Oui, mais C'est du coup utilisé pour la chaudière. monter et descendre. Oui. Il faut On va monter et descendre, la valeur. Une chaudière par an, on utilise combien de Ouais, la question, c'est pas Le type de bois, entre 450 et 500. La surface actuelle nous suffit à largement protéger. Oui, oui, c'est pour sécuriser la matière première de la chaudière, c'est tout. C'est ça. C'est pas autrement, on n'est pas dans le besoin, plus que ça. Aujourd'hui, rappelle-nous. Oui, donc j'allais dire, si aujourd'hui on a suffisamment, est-ce qu'il faut aller Je prendre pense que le d'autres prix des bois parcelles est en train de pour monter. augmenter un peu les surfaces qu'on doit entretenir, quoi. C'est pas indispensable. Si on n'a pas besoin, on ne prend pas. Voilà, c'est ça la question. Mais pas si besoin de Ah, mais c'est pas une obligation, Je proposerais directement, mais là, c'est préempté, je sais pas. Oui, c'est pas direct. Ouais, Si c'est pas justifié. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé sur des parcelles. Limitrophe. Ouais, limitrophes et des plus grandes surfaces. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, rappelle-nous, on a 180 hectares de forêt domaniale. Avec ça, on a 3 chauffés la chaudière pour tous les équipements qui sont branchés dessus. En général, sachant qu'on va avoir la salle de spectacle qui est branchée dessus. Que la salle de spectacle. Qui va consommer un peu plus. L'école privée, non. C'est tout. Alors l'école privée, c'est une possibilité à terme, mais ça demande de voir les capacités de la chaudière. Et la chaudière, elle est prévue de changer. Et puis son état. On peut pouvoir la changer. Après, elle évolue. Oui, après, Est-ce qu'après, elle peut consommer davantage? ça peut être envisagé de changer la chose. Après, les chaudières, on peut être sur plus performance. Ah oui. Cette consommation sera peut-être pas la même.
Aujourd'hui, on consomme combien d'hectares de nos forêts domaniales pour alimenter la chaudière? 450 mètres cubes, ça dépend ce qu'on a éclairci. Si c'est la deuxième éclaircie. Non, mais pour alimenter la chaudière, pour chauffer, on a besoin. Une dizaine d'hectares. Une dizaine d'hectares. On en a 180. Donc on a 18 ans, sachant qu'il faut 40 ans pour reconstruire une. Ouais, mais c'est des éclaircies. C'est des éclaircies. Oui, mais je veux dire, sachant qu'il faut 40 ans pour revenir à un état. Oui, oui, bien sûr. Des éclaircies, trois éclaircies sur une ville du forêt. Sur une ville du forêt, donc 18 x 3. 36 et voilà, 51, 44, 54. Donc on a 54 ans de chaudière. 7, 8, 9, ouais. C'est suffisant pour moi. On peut encore augmenter la capacité. Moi, quelque chose à vous dépasse. En tous les cas, le prix de la parcelle est cohérent. Voilà, ce que je dis, c'est que d'avant, c'est une proposition que le prix de la parcelle est cohérent. Oui. Maintenant, a priori, on n'en a pas de nécessité absolue, de besoin fondamental. On regarde encore ça, mais. Après, on ne sait pas à qui c'est quelqu'un. Parce que, sur Trédion, ils ont une autre problématique. La commune porte à cœur de bois pour éviter, parce qu'ils ont un souci, beaucoup de bois de leur commune part en chasse privée. Et ils veulent essayer de ralentir ça et ils proposent de racheter aux propriétaires des bois. Et c'est même pas pour l'exploiter pour alimenter une chaudière ou n'importe, c'est seulement pour éviter que tous les bois de la commune partent en chasse privée. Ils ont pas mal de feuilles aussi. C'est notre problématique. C'est ça, c'est notre problématique. La question, c'est 80 de bois, je crois. Qui c'est qui est à 40 Il peut faire des grandes chasse privées. Et c'est une raison aussi. Parce que là, on se rapproche un peu peut-être. La Gessoni. Parce que là, on se rapproche un peu Ok. Bon. On a jusqu'au 19 décembre. On repart pas, mais a priori. Si on a Pour des hivers. Pour des hivers. Ah, c'est officiellement. D'accord. Après, s'il n'y a pas de délibération, c'est n'importe pas quelle offre. Oui, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Bon, après ces réflexions, ces calculs et ces interrogations. Alors par rapport à la valeur du mètre cube, donc moi j'avais 90 € en tête, je viens de regarder, là on est à 81 €. Donc si tu dis 75 mètres cubes par 81 € pour la première éclaircie, c'est ça? Donc on serait à 6075, donc on est presque proche de couvrir le prix d'acquisition. C'est pas très loin. Et la valeur, à mon avis, elle est en 2022, elle est sans doute encore plus importante. Il faut quand même faire le boulot, quoi. Il faut faire la pâte, le broyer et le chemin. Vous avez trouvé ça, vous avez dit? Donc c'est sur internet comme ça. Oui. Mais alors, je trouve curieux, comment ça se fait que le notaire nous... C'est obligatoire en fait. C'est à chaque fois qu'il y a un vote, ils ont la À partir du moment où il y a une vente, il est obligé de. Oui, mais pas chaque mois, moi j'ai acheté un mois et Si, les bois, on n'a pas parlé. même les bois. C'est obligatoire, même pour les bois. Vous avez un droit de préférence en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt. Ah oui, une superficie totale. C'est un agricole. Alors, c'est assez curieux, c'est pour les superficies inférieures à 4 hectares. C'est pour les petites parcelles. Oui, parce que justement, ils veulent regrouper, refaire des grandes parcelles. On va citer des petits propriétaires à voir celui qui est à côté. Et ça, il y a une préférence. D'où sont ceux qui sont à côté. Comment? Bon, donc ça part. Oui, je pense que c'est rentable de l'acheter.
D'autant plus que le prix des bois augmente de plus en plus. Ah oui, oui, voilà. En 2-3 ans, là, Oui, en il y a Bretagne, une c'est. forte augmentation. En Bretagne, c'est abordable encore. Mais en Normandie et de France, c'est 15 000 € l'hectare. Et pour répondre par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que les chasses privées, dans le secteur, il y a quelques propriétaires qui cherchent à agrandir leur propriété. C'est pour ça que je disais, et qui sont prêts à mettre le prix, quoi. Oui, il disait se renseigner sur. Vache d'art, j'ai racheté. Ici, il y a en face. Voilà. Ça va ajouter vache d'art. À mon avis, c'est le. Parce que Vache-Gare, Vache-Gare, ça vient de se vendre. Vache-Gare, KRV de Maï 3, là, il vient de vendre sa propriété. Et ça touche, à mon avis, il doit en profiter pour vendre. Donc je résume. D'un côté, on n'en a pas besoin. De l'autre côté, on aura peut-être besoin. On l'aura. On le paiera normalement dès la première couche. Pour décarboner dans quelques années. Donc, voilà. Juste une question, si on n'en a pas besoin, est-ce que par exemple la commune a le droit de revendre son bois en bois de chauffage? En bois de chauffage. En bois de chauffage ou revendre aux particuliers de la commune, quoi. On en vend. Si vous en on en vend. Je pensais que tout partait au chauffage. Non, il y a des tarifs pour les ventes de bois. Il y a des lots qui sont vendus, ouais, c'est plus rentable. Non, pour c'est quand on est tarif pour le chauffage. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir d'activité économique. C'est pas ça pour du business. Comment? C'est pas du business. Non. Pas le faire comme ça. Bon. Toutes les remarques ont été faites. Je mets au vote. Qui est pour cet achat? Ce qui me gêne, c'est de pas savoir. Voilà. Ça faisait 5, c'est ça? Pardon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'abstient. 9. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Bien, donc, ce qui nous fait, ce qui nous fait comme résultat. Il y en a plus que 5 au début. 6, oui. Alors, on recommence. Je crois qu'il y en a 6. 6 pour. Anthony, déjà, il y a 2. Il y a 4, 7. 7. Abstention, je commence. T'as pas que t'as le compte là? Abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, non? C'était 9. Les contre, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4. Je vois pas bien. Il y en a 2. Ah, il y en a 2, 4. Ce qui nous donne 7 pour, 9 contre, et. Enfin, 7 pour, 9 abstentions et 4 contre. Donc c'est bon. Donc c'est pour. Donc on achète. Alors, Comment? Voilà, c'est positionne. Sujet suivant. Pas aussi difficile. Qui est pour ou contre la corrida? Excusez. Oui, ça sera plus tard. Donc, point 3. Modification des statuts du comité syndical de Morbihan Énergie. À savoir que Morbihan Énergie donc, est une structure
qui, comme son nom l'indique, s'occupe des énergies. Nous, on a un contrat avec eux qui concerne la plupart des bâtiments publics et l'éclairage public. C'est en dehors de ça, mais puisqu'on parle de statut, autant en dire deux mots. Donc eux, tous les 3 ans, ils négocient des contrats pour un prix d'électricité pendant 3 ans. Donc le dernier qu'ils ont négocié, ils l'ont négocié en 2021. Et donc ils ont fixé pour 3 ans. Ce qui veut dire que nous, en ce qui concerne, en tous les cas, nos bâtiments publics, la plupart, et l'électricité, donc l'éclairage public, on a un prix qui ne bougera pas jusqu'au 31 décembre 2023. Et en conséquence, pour le coup, en ce moment, c'est plutôt bienvenu et positif. Donc ils sont déjà en train d'entamer des renégociations à partir de 2024 pour 2027. Ils ont déjà annoncé qu'au minimum en 2024, ça devrait être multiplié par 2 le coût de l'électricité. Ce qui représente plus de 60 000 € de charges supplémentaires pour la commune si on ne diminue pas la consommation. On n'a pas le chiffre encore total, c'est le chiffre 2021. 2021, on avait eu 62 000 € de coût d'électricité. Il n'y avait pas le mois de décembre. Il y avait le décembre de l'année précédente. Donc on a 12 mois. Donc ça, c'est affiné, mais c'est de cet ordre-là. Donc ce qui nous laisse un manque, qui est peu de temps. Donc pour d'abord faire des économies, ça on les a fait tout de suite sur l'éclairage public, peut-être un ou deux ajustements à faire. Donc faire un diagnostic et une analyse. On peut avoir aussi des aides par ailleurs sur nos bâtiments publics, en dehors de l'isolation des bâtiments. Il y a des choses très simples à faire en mettant des capteurs, en mettant tout un tas de choses qui coûtent pas cher et qui peuvent régler le problème. Donc on va aller là-dessus, on a un peu de temps pour le faire. Donc voilà pour mon bilan d'énergie. Donc c'est une société enfin c'est pas une société, c'est un syndicat qui est bien mené, qui fait bien son travail et avec qui on a des relations de suivi. Donc, pour faire partie de ce syndicat, ils changent leur statut et donc on est obligé donc de les approuver aussi. Pourquoi ils changent leur statut? Tout simplement parce qu'ils avaient 160 communes jusqu'ici et que depuis leur dernière négociation de contrat, ils sont passés à 220, c'est ça? Donc, ils ont récupéré Questemberg communauté, Auray-Quiberon, Terre-Atlantique, Arceul-Bretagne, Brande-Menton communauté, Lorient-Agglo, Pontivy communauté et Vaud communauté. Donc, et il y en a une qui manque là, mais c'est bizarre parce que Vaud communauté, ils étaient divisés en 2. Et il y avait Centre-Morbihan communauté qui n'est pas mentionné là. Est-ce que c'est... À voir parce que nous, en fait, avec l'OBC, on a. Voilà, on l'a ajouté celle-là. Donc à voir. Hein, c'est les deux communautés là, vous savez, qui sont séparées. On ne peut pas préciser sur le propre document, mais c'est pas indiqué. Ah non, d'accord. ok. Donc pour ça demande une modification de l'annexe 1 de leur statut. Donc ça augmente le nombre de communes, puis ça augmente aussi du point de distribution. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, Johan? Ah pardon. Les points de distribution, c'est comme ça que... Les points de livraison. Livraison, c'est ça. Les points de livraison.
Donc, Et du volume supplémentaire pour négocier. c'est sur le nombre de points de livraison qui est négocié comment? Donc, du volume supplémentaire pour négocier. Du volume supplémentaire pour négocier, absolument. On a un seul regret pour la commune, c'est que les PAM ne soient pas intégrés dans ce contrat. On va essayer de le faire, mais ça va être très compliqué. Parce qu'ils négocient en fait des points de livraison, plus qu'un nombre de communes. Et dans leur négociation et dans ce qu'ils contractent avec l'EDF, un seul interlocuteur, ils disent on négocie pour tel point de livraison, pour tel volume de mégawattheures, qui correspond à ton point de livraison. Et puis après, dans la négociation, on peut dire on se donne une souplesse entre guillemets de 10%, 15%, 5%, qu'on peut faire en plus en restant dans les mêmes valeurs du contrat. Jusqu'ici, les premières années, ils avaient une balance de 15%. Là, aujourd'hui, ils ont dit ok, mais si vous voulez de la souplesse, ça se paye. C'est-à-dire que le tarif, il y a zéro souplesse, et si vous en voulez d'autres, le tarif sera plus. Donc voilà, c'est des négociations un peu complexes, donc on va essayer d'entrer les cadres, mais c'est pas du tout sûr qu'on puisse y arriver. Ceci dit, c'était pas le sujet, mais c'était l'occasion d'en parler. Donc le sujet, c'est d'entériner donc d'approuver la modification de l'annexe 1 des statuts de Montpellier Énergie. À moins que vous ayez des questions ou d'autres là-dessus. Non. Donc qui est pour? Donc à l'unanimité. Ah, la vente des anciens fauteuils de la salle de spectacle. Donc nous avions déjà délibéré là-dessus, mais en fait, il y a une mise de forme quelque part, on note tout tout le temps. En fait, le maire peut recevoir une délégation pour fixer un tarif, mais il peut y avoir une délégation pour fixer un tarif d'un service, par exemple. Le prix du repas à la cantine, le prix de l'entrée du spectacle, le prix d'accès à la médiathèque. Ça, le conseil peut autoriser le maire à fixer le tarif en vue et place du conseil municipal. Par contre, dès lors que l'on vend quelque chose qui relève du patrimoine de la commune, le maire n'a pas à fixer le tarif, c'est le pouvoir propre du conseil municipal. Donc la délibération initiale était donc illégale, c'est pour ça qu'il faut reprendre. Il faut mettre un prix. Ceci dit, quand on voit les deux exposés à montrer, les autres sont mieux. Il faudrait peut-être montrer meilleur, parce que même à 5 €, ça paraît cher. Et là, ils n'ont pas pris les meilleurs, ils ont pris les premiers publiés. Donc voilà, on garde le prix de fixe limité de 5 €. On l'avait dit. Qu'il soit rouge ou marron. Il faudra faire un tri quand même à la qualité. Ok, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Donc voilà pour ce conseil municipal. On en est à... Ah, mais d'accord. 4 ans normalement. On n'a pas levé la séance. On n'a pas levé la séance, c'est un peu adopté le soir. Je lève la séance. Oui, dans les questions diverses, on avait dit la... Ça fait partie des questions diverses. Ah. Comment? Le plan couleur Donc on avait dit la dernière fois, oui, on s'était posé la question de fonctionnement sur les débats qui
Ils ne font pas partie forcément, ils font pas partie des délibérations, mais sur tout ce qu'on peut entendre ou connaître sur différents sujets, d'en débattre librement, sans vote et simplement. On avait mis l'idée de se retrouver une fois par mois, le mardi. Bon, en réflexion, je sais qu'on ne va pas le tenir. C'est difficile pour nous, je pense que ça peut être aussi peut-être difficile pour vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, proposition par rapport à ça, c'est que deux choses. À chaque conseil municipal, comme ce soir, donc on clôt la séance et après on fait parole libre sur différents sujets. Bon, c'est plus tard dans la soirée, on est plus fatigué, mais c'est une possibilité qui m'irait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on avait dit, c'est ça évite de reprogrammer une date, un temps, alors que tout le monde est présent. Et souvent, peut-être la difficulté de reprogrammer une date dans un calendrier que chacun peut avoir à se charger ou n'est pas disponible. Oui, mais on reste quand même dans un contexte formel de conseil municipal qu'on clôt après par le débat. Ouais. Et ça peut être intéressant d'avoir de temps en temps, peut-être une fois par mois, mais moi, régulièrement, une réunion totalement informelle où là on peut débattre plus librement hors conseil municipal et hors sortir de conseil municipal où ça peut être long, ça peut être barbant aussi. Ouais. Et on peut être un peu fatigué et voilà. Je pense que de temps en temps, ça peut être bien d'avoir un truc informel. Une par trimestre. Oui, par exemple. C'est vrai que les conseils municipaux sont plus ou moins espacés aussi. Parfois, il peut y avoir un tous les 2 mois, ça peut être plus rapproché, mais parfois, ça peut être assez long entre deux. Parce que là, il pourrait y avoir on a le samedi matin, ça ne marche pas. Non. Donc, il faut garder pareil un mardi 20h alors. Oui. Mais entre deux conseils municipaux, en fonction du calendrier. En fonction aussi des grands sujets. Des grands sujets. C'est compliqué de fixer une périodicité. Si jamais il y a 2, 3 sujets importants, ça peut être des réunions. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif effectivement de ces rencontres-là, c'est de partager le maximum d'informations. Donc il ne faut peut-être pas, c'est pas forcément des sujets importants qu'il faut attendre, mais c'est effectivement c'est de tenir au courant. Et puis c'est vrai que pour certains d'entre nous, on participe par exemple à des commissions de l'OBC par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des retours. C'est un peu cet objectif-là. En plus, ça a des impacts quand même sur la vie des Serrantelles, des commissions BC par exemple, c'est important d'échanger avec eux. Il y a aussi l'activité concrète de chaque adjoint, ce qui concerne l'école, il y a des choses à l'école, ça concerne l'animation. C'est vrai qu'on a... J'ai l'impression des fois d'être reconnecté, sinon on ne sait pas. Oui. Mais c'était un peu pour répondre à ça. Je vous propose on sait rien. De clore la séance du conseil municipal. Les réunions d'adjoints. Et puis débattre sur cette organisation. Les réunions d'adjoints sont